Sous le pont, c'est un texte écrit en arabe et en français à la base. Après, la partie qui était écrite en arabe, elle est traduite en français, je l'ai traduit moi-même. Et l'idée, c'est de se servir de cette traduction dans la projection de textes en temps réel pendant que les comédiens jouent en arabe. Alors, ces comédiens, ils sont qui? Les comédiens sous le pont, ce sont des Syriens, ils sont arrivés en France depuis 2 ou 3 ans, à 4 ans maximum, donc naturellement, ils ne parlent pas français. Et moi, j'ai travaillé avec eux sur un atelier de théâtre avec voilà, les réfugiés les arrivés récemment. Et à travers les séances de cet atelier, j'ai pu sentir leur besoin de s'exprimer, de se présenter tout simplement à cette société qui les a accueillis et de les faire comprendre qu'ils ne sont pas seulement venus ici pour survivre. Ils ont autre chose, ils ont des rêves, ils ont aussi un avenir qu'eux, ils attendent d'aboutir. Donc j'avais aussi parallèlement des questions que je me posais en fait par rapport à un récit que tous les Syriens présentent ici. Pas que les Syriens, tous les demandeurs d'asile, ils sont obligés, quand ils demandent l'asile en France, de présenter un récit de 3 pages qui s'appelle un peu le récit d'asile. Et ils expliquent toute leur histoire, pourquoi ils sont venus ici et pourquoi ils ont besoin, et c'est nécessaire pour eux de changer de pays, ou au moins ne pas revenir de là où ils sont arrivés. Donc j'ai travaillé pour beaucoup de Syriens, mais je ne peux pas appeler ça de travail, c'est-à-dire je leur ai donné un petit coup de main pour traduire leurs textes de l'arabe en français parce que ça a accéléré leur demande d'asile. Du coup, ils gagnaient un peu ces 2 semaines qui normalement sont partis pour la traduction de leur récit. Et à chaque fois, j'ai pu vraiment sentir l'impossibilité de raconter toute sa vie en 3 pages. Comment est-ce qu'on peut vraiment en 3 pages résumer tout ce qu'on est et atteindre l'autre et le faire vraiment, lui donner la conviction qu'on a le mérite d'être ici et de vivre dans ce pays. Alors ce récit, il a beaucoup de nuances. Moi je travaille dans le théâtre, j'ai étudié à l'Institut supérieur des arts dramatiques à Damas. Et j'ai fini mes études en option écriture théâtrale avec un texte de théâtre qui s'appelle L'Europassa. Et j'avais besoin vraiment de comprendre ce récit avant de pouvoir le transcrire sur la scène. Ce n'était pas l'idée d'emmener un témoignage, tout simplement un témoignage dans le sens de réel, vraiment comment un Syrien peut, ou un Afghan, disons, ou un Irakien peut venir en France et demander l'asile. C'est pas seulement ça. C'est qu'est-ce que c'est le récit d'asile? Comment lui, le réfugié, se voit? Comment la société le voit? Et plus loin, comment moi, en tant qu'artiste, je le vois aussi dans mon travail de création. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs couches à ce récit et je voulais atteindre, disons, ce qui peut être pour moi le plus important, c'est de pouvoir, à travers ce récit, rendre un peu l'humanité à ces réfugiés qui arrivent ici et qu'on leur conseille des fois de rajouter, d'en dire plus, parce que les institutions ne veulent pas leur répondre s'ils ne présentent pas une histoire percutante, et comme il dit Jamal, qui fait pleurer les pierres. Donc les gens autour d'eux, ils leur disent mais allez-y, rajoutez, il faut faire ça, parce que sinon ils ne vous répondent pas. Donc, et ça quelque part, c'est une démarche créatrice, parce que tout d'un coup, on est dans créer l'illusion de ce qui n'est pas vrai. Mais après, dans leur recherche de création, mais ils vont aller piocher dans ce qui est réalité, c'est-à-dire dans ce qui est mensonge par rapport à celui qui va lire le récit. Il est la réalité de celui qui l'a présenté, qui l'a adopté. Alors justement, cette idée de réalité, de récit, c'est le centre même du texte qui s'appelle donc Sous le pont. Vous disiez tout à l'heure les questions d'un réfugié syrien qui arrive en l'occurrence en France.
n'avez pas... Voilà, votre biographie fait que vous êtes venu de Damas en 72 pour vous installer en France. En 2002. 2002, pardon. Oui. Vous avez appris le français et vous dites quelque part qu'en l'occurrence, vous avez en l'occurrence 3 langues, mais qu'en fait votre 3e pays, c'est la langue française. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes réfugié non seulement dans un pays, mais dans une langue. Et c'est une des forces justement du récit aussi de Sous le pont, de porter cette langue. Ou ces langues, parce qu'il y a celle de Jamal, il y a celle du SDF, il y a celle de l'homme au pistolet, il y a d'autres personnages qui vont arriver, qui sont un peu des représentants de ce que nous voyons au quotidien dans notre société. Exactement, donc oui, c'est justement le défi pour moi à l'écriture de ce texte, c'est de pouvoir explorer tous ces niveaux. Donc à l'intérieur, comme vous l'avez très bien exprimé, que les autres ne sont pas des personnages. En fait, l'homme à pistolet, il n'est qu'une manière de penser, un système de pensée. Et pareil, le SDF aussi, c'est un système de pensée. Autant qu'on peut le voir comme un système, disons, un système dysfonctionnel, parce qu'il n'y a rien, c'est la philosophie de l'errance, et il est porté, il n'y a pas vraiment un vrai corps d'une idée vraiment qui nous présente le SDF. Mais à l'intérieur de tout ce qu'il dit, quand même, on trouve des questions qui est malheureusement actuelle. C'est-à-dire quand moi, j'entends des gens autour de moi dire que les Arabes, on est 200 ans plus avancés que les Arabes. Ou les Arabes, il y a 200 ans qui sont... C'est illogique. On ne peut pas vivre dans le même monde et respirer la même air et utiliser les mêmes techniques et parler ensemble tout en croyant que les autres peuvent vivre 200 ans en arrière. C'est complètement absurde. Et malheureusement, la force de répéter les choses, ça peut les rendre vraies. Ça les rend vraies, ça les rend pas vraies dans la réalité, mais dans la conscience des gens. Au bout d'un moment, quand vous répétez tout le temps qu'il y a 200 ans de différence entre nous et les pays du tiers-monde, les gens peuvent commencer à dire bah oui, c'est vrai qu'ils vivent dans une autre époque. Alors c'est totalement impossible, c'est impossible de vivre dans une autre époque, on vit tous dans la même époque. Et pour moi, c'était aussi l'occasion d'une mise à distance avec tous ces clichés qu'on entend en étant étranger, vivant ici en France, des clichés par rapport disons, une transposition à ce qui était avant les relations coloniales. Et de continuer ces relations à travers le présent, je trouve ça aussi, c'est absurde, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une histoire qui s'est passée il y a 100 ans pour juger une personne qui vient juste là d'arriver. Il a son propre histoire, il n'est pas son père, il n'est pas son grand-père. Il représente ce qu'il est lui-même, ce qui est son histoire. Donc l'idée, c'est d'emmener ce récit dont on a parlé tout à l'heure, le récit d'asile, mais à travers la vision de quelqu'un, disons, soyons francs, un fasciste, qui voit comment lui, il voit le réfugié, le fasciste, comment pour lui, dans sa conscience, il existe. Qu'est-ce qu'il représente pour lui? Quelqu'un qui est marginal, comme le SDF, on voit à travers son récit qu'il n'a pas tellement grand-chose qu'il attache à la vie et à la société. Mais lui aussi, il a le droit de regarder ce réfugié. Pourquoi? D'où il prend ce droit de regard sur lui? Mais c'est à cause de sa condition. Parce qu'il est à la rue, il est sous un pont. Et ça, ce n'est pas une situation que j'ai été, moi, à l'inventer. Cette situation, je l'ai pris vraiment d'une communauté une communauté de réfugiés qui vivait à Bordeaux, sous le pont. Et ça, le phénomène a évolué et ils ont devenu vraiment un camp. Et ils avaient un centre où ils peuvent réceptionner les gens quand ils viennent chez eux. C'était assez hallucinant. Et à cette époque, 2012, moi, j'ai travaillé dans la traduction de l'arabe en français et de français en arabe. Ça faisait 10 ans que je vivais ici en France. Et comme vous dites tout à l'heure, vraiment, je trouvais dans la traduction ce moyen de dépasser l'exil, parce que finalement, moi je suis venu ici, c'était un choix. Je n'ai pas fui une guerre, il n'y avait pas la guerre en Syrie en 2002. Tout simplement, j'avais 25 ans et je me suis dit, tiens, le monde est à tout le monde, il n'y a pas de frontières, je pourrais y aller vivre ailleurs, là où je me trouve moi bien. Donc pourquoi pas essayer la France? Donc je suis venu et je me trouve bien et ça continue. Donc c'est pas la même chose quand on vient
Et on est en train de fuir quelque chose, fuir vraiment, et on n'a pas ce but. Eux, ils avaient une vie là-bas qui était construite, ils avaient des rêves qui ont déjà abouti. Et ils avaient des postes importants, ils possédaient des maisons et des voitures. Et malheureusement, tout d'un coup, ils se trouvent ici en France dépossédés de tout ce qu'ils ont fait avant. Et je veux dire, dans les statuts vraiment de l'accueil de réfugiés, il y a ce point-là, disons, quand on est un homme isolé entre 20 et 30 ans, en bonne santé, on a le droit d'être à la rue. Ça, c'est sûr. On a le droit d'être à la rue, parce que quand on a des enfants, après, on est accueilli très vite. Quand on est personne âgée ou quelqu'un avec des maladies, on est accueilli aussi très vite, il faut dire ce qu'il est. Mais voilà, les hommes entre 20 et 40 ans, disons, qui viennent juste d'arriver, ils restent à la rue pendant quelques mois, le temps qu'on leur trouve une place, qu'on constitue les dossiers, etc. Et moi, à travers de cette proposition, je voulais, voilà, ce personnage, il est à la rue, il est vulnérable. Quand on est à la rue, on peut être atteint par n'importe qui. Donc le premier, cette série d'épisodes de rencontres que Jamal, le réfugié, fait, elle se sert un peu à révéler les différentes manières qu'on a à voir le réfugié. Donc il y a d'abord cette manière qui est basée sur l'exclusion, que quelqu'un il ne veut pas de lui, il veut juste qu'il rentre chez lui, il s'en fout que ce soit la guerre, que ce soit pas la guerre. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est la pureté de la France, qu'on reste entre nous, etc., de cette manière. Après, il y a le SDF qui voit en lui juste un compagnon d'errance. Et ce qu'il veut, c'est partager ça, partager la rue avec lui, comme lui, il le partage. Mais le SDF, il le partage, il vit la rue pas de la même manière. Le SDF, il vit la rue tant qu'une philosophie. Pour lui, il est marginal et il défend ça. Alors que Jamal, il le vit, il subit la rue, en attendant d'arriver quelque chose, et d'arriver quelque part où que quelque chose lui arrive. Après, le troisième personnage, c'est un religieux, et ça représente le conflit vraiment en Syrie, comment c'est transformé d'un conflit politique vers un conflit religieux. Et ça, comment dire, c'est un cheminement, ça ne vient pas comme ça, tout d'un coup. C'est petit à petit, comme ça, on commence à faire un déplacement et on commence à ne plus voir les choses horizontalement, disons, mais plutôt verticalement. Et on peut voir dans l'autre un ennemi jusqu'à après la mort. Et même quand on est mort, de toute façon, la mort, ça ne va pas régler l'histoire. Parce que, comme il dit, les religieux, nos morts, ils sont au paradis et leurs morts sont en enfer. Donc ça continue la guerre jusqu'à après la mort. Et comment va-t-il faire, lui, ce Jamal qui est affronté maintenant? Mais il est dans le besoin. Et tant qu'il est dans le besoin, il aura toujours il aura toujours à gérer ça, à gérer les autres qui viennent lui donner ce qui peut sembler une aide, parce que le religieux, à la fin, ce qu'il voulait, il voulait que l'autre voit les choses comme lui. Il voulait le rentrer dans un système de communauté et le faire comprendre de toute façon que il n'y a pas d'espoir. Et tant qu'il est là, il vit dans les bras du diable, comme il lui dit. Et il lui dit, mais j'ai jamais vu plus étrange que les Syriens. Les gens viennent chez vous pour vous aider, et vous prenez les bateaux de la honte, et vous venez ici pour soutenir le diable. En lui disant ça, tout en vivant lui aussi parmi ces gens-là. Après, le quatrième personnage, c'est un immigré qui vient ici pour l'aider, justement, lui écrire son récit d'asile. C'est un petit peu mon image, moi, dans le texte. Bon, pas totalement, parce que disons, c'est le mauvais côté de moi. Donc il commence même lui à regarder comment lui, qui a vécu ici depuis 15 ans, qui a galéré pour avoir ses papiers, comment celui-là, il arrive à avoir ses papiers dans 2-3 mois. Même celui-là, il en vit quand même, Jamal, pour quelque chose. Même s'il vient l'aider, mais on voit à l'intérieur de lui c'est quelqu'un d'aigri. Il lui dit, mais de toute façon, je suis français, mais ne rêve jamais de devenir un d'entre eux. Si tu t'appelles Mohamed ou Jamal ou je sais pas quoi, tu vas jamais devenir l'un d'entre eux. Et il lui dit, t'avais qu'à changer ton nom. Toi, quand tu demandes la nationalité, tu changes de nom. Et là, on voit que l'autre,
il s'est déjà engagé dans d'autres positions parce qu'il a appelé ses enfants Yassine et Hanzala. Il ne peut pas changer de nom maintenant, se faire appeler Jean-Luc ou Christophe pour passer inaperçu. Donc, et ça montre après tous ces clivages que Jamal est obligé d'affronter, alors que lui, il n'a rien. Lui, il vient, il veut juste survivre, juste trouver un lieu pour lui, pour Samira, sa femme, qui est encore coincée en Turquie. C'est pas un lieu pour survivre, c'est un lieu pour vivre. Oui, mais d'abord, il faut arriver quand même à survivre et à accepter qu'on a une place ici. Et après, je ne sais pas, si on va parler par exemple d'assimilation ou comme ils disent d'intégration, c'est-à-dire quand vous étiez intégré à un pays et attaché à ce pays qui vous a vu naître, et après il y a une guerre qui arrive et vous quittez ce pays et vous partez ailleurs pour vivre, qu'est-ce que vous pensez? Cet attachement, mais elle vous fait mal cet attachement. Est-ce que vous aurez envie d'attacher après à quelque chose? Non, vous n'aurez plus envie d'attacher à rien. Parce que tout simplement, vous avez envie de vous protéger. Et ce n'est pas une question de jugement de valeur, que ce lieu est bien, et du coup je peux m'attacher à ici. Non, je ne m'attacherai à rien, parce que finalement ça m'a fait tellement de mal de m'attacher à quelque chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose où on ne le voit jamais. Vraiment, on voit l'intégration dans un procédé technique, disons, comme si l'être humain est un fil et on va l'attacher à un poteau, mais ce n'est pas comme ça. C'est très compliqué psychologiquement de s'attacher et d'appartenir. Quand l'appartenance lui-même est devenue une source de douleur pour l'être humain, parce que tout simplement il était obligé de fuir ce pays là où il est né, là où il a grandi, là où il a pu réaliser certains de ses rêves. Et il n'a plus envie d'appartenir nulle part. Il a envie juste de survivre au départ. Et petit à petit, il commence à trouver ses repères. Et le plus important dans cette période pour moi, c'est juste de lui donner la place. De lui donner la place d'exister et puis de vivre cette déception, cette catastrophe qui vient de lui arriver tranquillement. D'avoir le temps de prendre du recul et c'est forcément pas une période où il va être productif, c'est pas une période où il pourra travailler comme tout le monde, tout simplement parce qu'il vit une situation qui n'est pas c'est la situation de tout le monde. Donc voilà, l'immigré il vient, il lui demande de raconter son récit d'asile tout en lui incitant à mentir, parce qu'il lui dit il faut que tu mentes, il faut que tu leur donnes une histoire qui fait pleurer les pierres. Donc il lui dit c'est facile, il lui raconte une grande histoire et il finit par la croire lui-même. Le Jamal, il croit son propre histoire parce qu'elle est pleine de vocabulaire de sa vraie réalité qui est la réalité de la Syrie. Parce que votre réalité à vous, par exemple, vous êtes français. Votre réalité, c'est pas seulement ce que vous vivez vous, c'est ce que vivent tous les gens qui sont autour de vous. Ce qu'on vous raconte, les gens que vous aimez, comment ils vivent, l'expérience que cela arrive à eux, ils vous touchent quelque part. Et la douleur, ça se transmet. La blessure, c'est individuel. Chacun est blessé tout seul, mais la douleur, elle peut se transmettre. Et Jamal, ce qu'il fait, c'est qu'il véhicule la douleur de tous les Syriens, en fait, à travers son histoire. Et finalement, il nous laisse dans cette confusion parce qu'il dort et quelque part, il démissionne de son rôle de réfugié qui est Jamal. Et là, on arrive vraiment à la dernière étape du spectacle qui est vraiment la déshumanisation complète, parce que tout d'un coup, on voit et l'auteur et le metteur en scène entrer et se disputer entre eux de ce personnage qui les a mis mal à l'aise devant tous ces gens-là qui sont venus, ils ont payé pour savoir la vraie histoire. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va leur rembourser leur billet? Parce qu'on ne sait pas, il vient de raconter une histoire, mais il dit que c'est pas vrai avant de partir. Donc, et à travers ce discours en fait, entre l'auteur et le metteur en scène, j'ai voulu répondre à toutes les questions que je me posais moi-même en écrivant le texte, parce que je suis resté 3 ans sans trouver des réponses, vraiment. Donc je ne voulais pas écrire un texte, un récit d'asile, tout simplement avec un réfugié qui vient, qui vous raconte son malheur et qui vous pousse à la fin à avoir de la compassion. Ça ne m'intéressait pas, et puis ce n'était pas une démarche artistique. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, le théâtre pour moi, c'est une manière de mettre à distance la vie
pour mieux la comprendre. Et pour moi, à la fin, cet objet elle-même, toutes les questions que je me suis posées à moi-même, je trouvais que ça peut être emmené vers la scène. Et ça peut être la manière d'en finir avec cette histoire, tout en voilà, en allant plus vers le grotesque. Et ça aussi, c'était un autre défi, c'est de pouvoir parler de la Syrie et des réfugiés sans ce sentiment de pitié ou de morbide. On peut rire de tout, le rire ça soigne, c'est très bien. Donc c'était un défi aussi de pouvoir rire, même si la première scène elle est très difficile, elle est presque traumatisante, mais à travers cette scène, en fait, on arrive à passer vers un autre état où on est un peu plus désarmé, disons, parce que c'est la théorie du choc. Après, une fois qu'on est choqué, on est traumatisé et on a la logique qui est un petit peu éteinte, disons. Et je voulais profiter de cet état justement pour pouvoir voilà, parler au spectateur qui est le français, sans qu'il y ait cette résistance qui est née de tellement de discours médiatiques qui durent depuis 2001. Là, il faut savoir que l'islamophobie est devenue une maladie. Elle est répertoriée dans l'OMS. C'est une maladie, elle n'existait pas avant. On l'a inventée, les médias l'ont inventée. Et là, maintenant, les gens, ils peuvent avoir peur des symboles. Tout simplement, ils peuvent avoir peur de quelqu'un qui a une gueule là-bas, quelqu'un qui a une barbe, quelqu'un qui a un petit chapeau, quelqu'un qui sort de la mosquée, ou quelqu'un qui écoute le Coran. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas trier les gens comme ça. On ne peut pas avoir une vision comme ça, disons, binaire sur le bien et le mal, où le mal sera le musulman et le bien, ça sera tout ce qui est non musulman. C'est illogique, c'est absurde. Et en plus, c'est injuste pour 6 millions de musulmans qui vivent en France et 1 milliard de musulmans qui vivent à travers le monde. Et c'est ça un petit peu aussi pour moi la mission de théâtre, c'est aussi pouvoir rendre une vision un peu juste et sans intellectualiser. Donc j'ai essayé d'écrire simplement et avec la langue arabe pour permettre aussi aux spectateurs d'entendre cette langue, ce qui est important de l'entendre sur la scène et non pas toujours dans des situations, voilà, sur des reportages qui vous parlent de je sais pas quoi, des phénomènes de terrorisme.